Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver. Le dernier acte de votre grand programme Dimanche c'est politique, c'est bien le décryptage de la semaine. Et c'est avec notre consultant politique Agapit Napoléon Aforican. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Ah, voilà, vous êtes par ailleurs expert électoral, expert en gouvernance, consultant en médias et communication. Cette semaine, ça parle encore. Il s'agit du parrainage, justement, avec le mode opératoire exposé par la Commission électorale nationale autonome. L'anonymat qui n'est toujours pas compris, bien évidemment sur nos plateaux également, c'était au cœur des discussions Agapit Napoléon Aforican. C'est difficile de comprendre un peu ce mode opératoire exposé par la Sénat. Non, c'est pas difficile puisque c'est en français facile, enfin en français abordable. Après, oui, que chacun ait sa compréhension ou sa connexion, que chacun y aille de sa lecture, c'est un autre problème. Et c'est le gros problème auquel nous sommes souvent soumis dans le pays. C'est-à-dire que le texte est suffisamment clair, mais chacun y va de son interprétation et dit que c'est la réalité. Sinon, la loi a parlé donc de parrainage d'élus, les élus députés et les élus maires. Quand c'est aussi clair que ça, bon, qu'un candidat pour aller aux élections, à l'élection présidentielle, doit recueillir au moins 16 élus. 16 parrainages, le parrainage de 16 élus, de 16 élus députés ou maires. Quand c'est dit comme ça, il faut dégager trois choses. Il faut dégager que c'est une conditionnalité pour aller à l'élection présidentielle. Donc ça, dans tous les pays, pour aller à l'élection présidentielle, il y a des conditions. Et dans les conditions, notre législateur a ajouté donc les conditions pas de parrainage, puisque c'est de son domaine. Ensuite, le type de parrainage. Le législateur a choisi le parrainage d'élus. Mais quel type d'élus? Élus, députés, élus, maires. Ça, c'est le deuxième. Nous sachons que le député est un élu de la nation, ne devant pas recevoir un mandat impératif. C'est important de le répéter. Parce que sous d'autres cieux, on a le parrainage citoyen. Et donc, à ne pas confondre avec le parrainage. Il y a le parrainage citoyen, il a le parrainage d'élus, et tout simplement, tous ceux qui ont un mandat, que ce soit national ou local. Donc, ici, c'est le cas d'espèce, c'est le parrainage d'élus, députés, avec d'élus nationaux. En fait, parce que même les conseillers municipaux ou communaux est un élu national, dès lors que la représentativité de 10% au niveau national a été prise en compte avant même que le parti ait accès au siège, à l'attribution, soit qualifié pour l'attribution des sièges. Donc, il y a déjà un seuil de représentativité nationale qui est atteint, qui fait de l'élu local, l'élu communal ou municipal, un élu virtuellement, en tout cas, suffisamment national. Maintenant, le législateur dit élu député, élu maire. Donc, deuxième condition, pas d'élus citoyens, pas de signature, pas d'élus locaux, pas d'élus tout court, élus, députés. Et le troisième, le nombre. Le nombre, c'est 16. Alors, quand on a découpé comme ça... C'est le 10e, donc, des députés et maires. Et maires, 160, normalement, 77 plus 83, ça fait 160. Et donc, ça fait le 10e. En termes clairs, le législateur attend à l'élection présidentielle au maximum 10 candidats. Donc, c'est une volonté affirmée, affichée par le législateur. Dans toute démocratie, c'est comme ça ça fonctionne. Alors, que des gens entendent maintenant, pourquoi le débat dans tout ça, quand c'est aussi clair? Premier débat, on dit, pourquoi c'est l'élu qui doit le faire et doit le faire de manière anonyme. Et c'est là que je ne comprends pas. Je pense que la CEDA a été suffisamment avisée de ne pas aller au-delà et d'appliquer le b.a.-ba des règles. Les élections sont toujours secrètes. J'ai entendu un agent de la CEDA civile dire que c'est une porte ouverte à la marchandisation et donc à la corruption. Il dit, mais donc ça veut dire que le vote du scrutin, ça veut dire que le vote de l'électeur est un vote potentiellement corruptible, puisque l'électeur vote de manière secrète. On pourrait vous dire que ce n'est pas le même contexte, Agapit Napoléon Aforican, parce que là, c'est le suffrage universel, mais là, on est en train de parler du parrainage. D'aucuns pourraient estimer que ce n'est pas le même contexte, ce n'est pas quand vous êtes élu, donc vous devez assumer, par exemple, votre choix. Quand vous décidez d'aller élire, vous devez assumer également votre choix. Il fait un temps où on montait sur la table et puis chacun, on s'alignait derrière eux. Et pourtant, nous élisions bien. J'ai participé au moins à ça une seule fois dans ma vie. C'est mon
d'ailleurs, la seule et l'unique fois où j'ai eu cette chance, et c'est une chance. Mais si le législateur estime que le vote doit être secret, alors pourquoi pour élire le président de l'Assemblée nationale, 83 députés ne peuvent pas me lever la main pour l'élire et on le fait en bulletin secret, par exemple? Pourquoi? Donc on ne peut rien m'objecter. Je dis que c'est des choix, c'est des options. Après du moment où le législateur n'a pas été suffisamment clair sur la manière dont le parrainage est fait, en évoquant simplement le parrainage d'élus et députés ou maires, 16 parrainages possibles, en tout cas le minimum, et donc parrainage d'élus, comme je l'ai dit tantôt. Après moi, c'est fait ainsi. La commission en charge des élections rend ça opératoire et essaye d'appliquer les critères d'ordre général qui est celui donc de l'individualité de l'électeur. L'électeur, l'élu. L'élu n'est pas le militant politique. Il faut déjà que ce soit dans aucun projet de droit constitutionnel, aucun politologue, aucun politique, personne ne peut me dire l'élu est égal représentant du parti politique. L'élu provient du parti politique, mais l'élu est un mandataire. C'est un mandataire du peuple, du citoyen, du peuple souverain. L'élu ne reçoit pas d'ordre du parti politique. L'élu s'identifie à son parti. J'ai entendu tout à l'heure dans le duel, le duel, qu'on m'a dit, ah oui, mais comme que c'est les partis politiques, et que les gens viennent des partis. Du coup, si un chef d'État vient du parti politique, il devient le chef de ce parti-là. Il devient président de la République pour ce parti, ou il est président de la République pour tous les régionaux. S'il est un ministre proposé par un parti, est-ce qu'il est un ministre du parti ou un ministre pour l'État, pour un ministre de la République? Mais pourquoi un ministre va être le ministre de la République, un élu va être un élu d'un parti? L'élu provient du parti. Le parti est la structure qui propose l'élu, la structure qui présente l'élu. C'est bien une prérogative pour lui. Mais le législateur n'a pas voulu que ce soit lui, en tout cas, il ne l'a pas dit clairement, et donc, il l'a exprimé en termes d'élu. Et un élu ne peut pas être égal strictement sur à un militant politique. Un élu provient d'un parti politique, mais un élu n'est pas. Un élu a valeur plus supérieure à un militant politique. Il a une charge, il a un mandat qu'il exerce parfois sous serment, parfois du fait qu'il a accepté d'exercer et il doit le faire sans mandat impératif. Les 43 députés déjà sur les 160, pareil, c'est clairement dans la Constitution. Si c'est violer la Constitution que de demander que ce soit le parti politique qui les autorise à parrainer. Ils n'ont pas de mandat à recevoir. Ils sont élus de leur parti, ils vont à des réunions de leur parti, ils reçoivent des directives de leur parti, ils reçoivent des instructions de leur parti. Maintenant, en tant qu'élu, ils les mettent en œuvre librement. Mais il y a les actes du parti, par exemple, cotiser pour le parti, ça c'est interne au parti, ça ne concerne pas l'État. En fait, avec la réforme du système partisan, vous voyez, il y a plus de structuration, plus de discipline dans les partis politiques. Donc, les gens aujourd'hui, ou certains, ont cette image de ce que, est-ce que l'élu, véritablement, effectivement, il y a une confusion entre élu et puis militant. Non, il n'y a pas de confusion. Non. Parce que les gens estiment qu'ils ne sont pas libres, justement, qu'ils ne seront pas libres. Oui, il n'y a pas de confusion entre les élus. La confusion est entretenue par ceux qui veulent. Hein. Les principes généraux du droit. Il n'y a pas de... Un élu n'est pas un militant politique. Un élu provient peut-être d'un parti politique. Mais dès qu'il est élu, il est élu pourquoi? Pour exercer un mandat. Et qui lui donne le mandat, c'est pas le parti qui lui donne le mandat, c'est le peuple souverain. L'électorat. Non, c'est pas l'électorat, c'est le peuple souverain. L'électorat considère des gens qui sont potentiellement éligibles pour aller. Mais au-delà, même les mineurs qui ne sont pas qualifiés constituent ce peuple souverain-là dont ils reçoivent mandat. Donc, même ceux qui sont les bannis, les faillis, tous ceux qui ne veulent pas constituer ce peuple souverain dont il est détenteur de mandat parce qu'il exerce au nom du peuple ce mandat. Comment? Il n'y a pas de confusion possible. C'est un faux débat. C'est une tricherie. Ceux qui pensent que ça doit provenir des partis politiques, c'est un faux débat. C'est une tricherie. On ne peut pas continuer de dire ça. C'est le législateur. Oui. Le législateur a voulu que ce soit l'élu. Et ce débat élu-militant n'a pas besoin d'être parce que c'est aussi clair que ça. Je dis à Delors Faton tout à l'heure, qui tout à l'heure dans le duel disait que c'est les partis politiques, c'est faux. C'est faux, c'est pas les partis politiques. Je dis clairement, c'est faux. C'est pas les partis politiques qui doivent donner des instructions. Mais les partis politiques peuvent orienter. Ils peuvent avoir la charte du parrain.
élaborée par l'UP. Il peut avoir la charte du parrain élaborée par le BR. Il peut avoir la charte du parrain. Donc ça, c'est interne au parti. Et donc l'élu n'est pas obligé de pouvoir se soumettre à cette charte, par exemple. Si la charte dit que l'élu est obligatoirement contraint de le faire, on défait cette charte au contrôle de constitutionnalité. Et ce n'est pas possible. Parce que la charte est un acte édicté à l'interne et qui s'impose à vous. On le défait au contrôle de constitutionnalité et vous verrez bien que ça ne peut pas. Il dit que oui, bon voilà, tout à l'heure j'ai entendu bien qu'on ne peut même pas avoir confiance à la Cour constitutionnelle parce que bon voilà, les hommes. Non, ça légalement c'est inadmissible. C'est-à-dire qu'un individu se permet de faire lui-même sa lecture d'un texte et dit que bon voilà, la lecture qu'une institution républicaine fera n'est pas, parce qu'elle n'est pas crédible. Mais on est dans où? On est dans quoi? Ça fait désordre. Restez un peu structuré, même si ce n'est pas les mathématiques, restez un peu dans le raisonnement logique. Tout au moins, hein, empruntons aux mathématiciens au moins cette rigueur de logique qui permet au moins de suivre un cheminement dans le raisonnement. Dans le cas d'espèce, on connaît l'élu, on connaît le peuple, on connaît l'électeur, on connaît le mandataire, le mandant. Donc, le peuple est un mandant, le peuple souverain. Il confère le pouvoir à des élus pour qu'ils exercent. Le peuple exerce sa souveraineté à travers ses représentants élus, dit notre Constitution. Alors, donc, si le peuple exerce sa souveraineté à travers ses représentants élus, c'est pas la même chose que les partis politiques animent la vie politique. Mais on n'a pas dit que l'élu reçoit ses instructions des partis politiques. Donc, le mandat en question, le parrainage, n'est pas un parrainage politique. Mais comme je l'ai dit il y a une fois, un citoyen, un élu s'identifie sans doute à un idéal politique porté par son parti. Alors, est-ce que l'UP est prêt à donner caution à un repris de justice, par exemple, qui, pas des juges, je ne sais pas quoi, arrive à avoir toute qualification pour aller aux élections? Est-ce que l'UP est prêt à valider quelqu'un qui claironne partout, qui ne reconnaît pas les institutions de la République et que nos institutions sont mauvaises parce que les hommes sont mauvais, par exemple? Est-ce que le BR est prêt à donner? Donc s'il partage ces valeurs républicaines, ces valeurs citoyennes et républicaines... Et ne saura donner sa caution, donc, pour le candidat. L'élu est libre, est fondé à dire, nous avons des valeurs. J'ai été élu sur une liste qui a des valeurs, et ces valeurs sont des valeurs citoyennes, ce ne sont pas des valeurs uniquement enfermées dans l'UP ou le BR ou le FCBE, mais c'est des valeurs citoyennes. Et donc, au nom de ces valeurs, je ne peux pas en donner de caution à quelqu'un qui injure, qui sabote toutes nos institutions, qui marche sur la justice, qui injure vous, le chef d'État Ojimoni, qui livre le pays, l'image du pays à la venue internationale, qui sabote. Je dis, je ne suis pas prêt à lui donner. Il y a quand même le caractère anonyme voilà, du parrainage, par exemple, exposé, bien évidemment, a été renforcé cette semaine par cette interview accordée donc par la vice-présidente de la Sénat à ETélé, Geneviève Bokon-Nagyo, qui estime que le parrainage, c'est une pièce, donc c'est l'une des conditionnalités pour être candidat à la prochaine présidentielle. Et donc, parce que les pièces n'étaient pas dévoilées, les pièces donc des différents dossiers déposés par les candidats ne sont pas dévoilées. Et donc, est-ce que cela revient encore renforcer cette posture quand même de la Sénat? Non, moi je ne parle pas de la Sénat, je parle du contenu de la loi. La Sénat est dans une lecture de la loi. Et c'est la lecture la plus simple, parce que c'est ça. Donc quand vous écoutez Bokon-Nagyo, ce qu'elle dit est logique, est simple, est compréhensible. Il n'y a pas de débat là-dessus. C'est aussi clair, comme je dis, c'est dans un français compréhensible pour tous. Alors, sauf ceux qui n'ont pas envie de comprendre. Et ceux qui n'ont pas envie de comprendre... En fait, vous estimez qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de comprendre? Je l'ai dit clairement. Je dis, après de moi, c'est dit dans un français compréhensible pour tous, français courant. Normalement, on n'a pas besoin d'être juriste. Et dans, ce principe, quand on regarde du principe de parrainage, donc on estime que bon, la compréhension serait plus claire. Par exemple, si on prenait un décret d'application pour dire, voilà le mode opératoire, ce qui n'est pas fait. La loi n'a pas renvoyé un décret d'application. C'est l'ingérence de l'État, du gouvernement dans le code électoral, dans le processus électoral. Si la loi renvoie un décret d'application, le chef d'État, le gouvernement, le chef d'État peut prendre un décret pour donner. Mais si la loi ne renvoie pas un décret d'application et le chef d'État prend le décret sera frappé d'illégalité. Parce que le décret n'existe que quand la loi. Donc, il y a des domaines qui sont d'ordre réglementaire, il y a les domaines qui sont d'ordre législatif.
Dans le cas d'espèce, l'organisation des élections est d'ordre réglementaire, est d'ordre législatif. Les conditions, les mots, tout ça là, c'est d'ordre. Et le seul décret que prend le chef d'État, c'est pour convoquer le corps électoral dans un délai donné et fixé par la loi. Dans le cas d'espèce, le gouvernement reste dans sa ligne. Et la sortie du ministre Orunla est extrêmement claire et instructive d'ailleurs. Le gouvernement n'a pas à se gérer dans cette affaire de parrainage. Il appartient à chaque élu. Donc, il a évacué le sujet, parce que ce n'est pas un sujet géré par le gouvernement. Il parle de ce que ce n'est pas un levier sur lequel le gouvernement pourrait influencer. D'autant que ce n'est pas le gouvernement qui est aux manettes, c'est les élus. Alors donc, ceux qui claironnent un peu que ce n'est pas sûr, ça veut dire quoi? Eux, ils sont des moralisateurs, ils moralisent pratiquement tout le monde. C'est eux qui jugent de la moralité des 82 députés, l'un est décédé personnellement, des 82 députés, des 77 maires. Eux, ils jugent des membres de la Sénat. Ils estiment que la Cour constitutionnelle n'est pas crédible. Et mais eux, ils sont qui, fondamentalement? Qui les a autorisés, qui leur a donné ce mandat de juger les autres? Donc, du coup, on est dans une... Moi-même, je peux juger. Vous pouvez juger. Finalement, si tout le monde va juger tout le monde, finalement, on est dans quelle société? Ils appellent ça la démocratie. Moi, j'appelle ça l'anarchie, le désordre. Et c'est ça la cacophonie. Et c'est pas ça le régime dans lequel en tout cas, que la Constitution du 11 décembre amendée en 2019 a mis le pays. Donc, la question de l'anonymat est une question, à mon avis, réductoire. C'est pas suffisamment, pour moi, c'est pas une question qui doit faire l'objet absolument de débat, dans la mesure où l'élu, le parrain peut dire j'ai parrainé. Ça c'est, lorsqu'on vous confère un droit, vous pouvez laisser, vous avez la latitude de refuser de jouir d'un droit, tant que ça ne crée pas une nuisance à autrui. Donc du coup, dans le cas d'espèce, c'est pour protéger le parrain qu'on lui a dit, ok, la Sénat dit, les pièces, on vous déposez les pièces chez moi. Il ne m'appartient pas de divulguer, puis la Sénat n'a pas pour vocation de divulguer les pièces. Bien, la Cour constitutionnelle même connaît il y a de contentieux? Non, la Cour constitutionnelle, dans les actes électoraux, dans la qualification des candidats, n'oubliez pas, la Cour constitutionnelle est un acteur. C'est pour ça que tout à l'heure, quand j'entendais de leur façon dans le duel, j'ai dit, mais non, attention, il faut qu'ils comprennent un peu comment fonctionnent nos institutions. Il a dit qu'il aime le débat technique, j'en suis un, j'adore aussi. Débat scientifique, j'adore aussi, et j'y suis par ailleurs. Donc, il faudrait que nous nous entendions. La Cour constitutionnelle est un acteur du jeu de la présidentielle. La Cour n'est pas que du contentieux. La Cour gère déjà l'organisation. C'est la Cour c'est sous l'égide de la Cour que comment on appelle, l'état physique, psychique et mental des candidats est validé. Est-ce que vous pensez que ça c'est le contentieux? C'est sous la Cour que l'état psychique, mental et physique des candidats. Puis c'est la Cour constitutionnelle qui propose, qui sélectionne les médecins, les spécialistes qui doivent connaître de l'état de santé des candidats. Donc, la Cour est un acteur du jeu électoral au niveau de la présidentielle. Et donc, la Cour peut décider, contrairement à la Sénat qui lit la loi, mais la Cour, elle, non seulement applique, mais connaît du contentieux et juge de la constitutionnalité. Quand vous avez une décision comme ça, vous ne pouvez pas barrer pour dire que les hommes sont mauvais. Les hommes sont désignés selon la Constitution. Donc, s'ils sont mauvais, ça veut dire que nous avons choisi d'avoir une institution avec des hommes mauvais et nous devons l'assumer avec tout le respect dû à ces hommes et à l'institution. Il faut savoir être fair play, il faut savoir perdre et ne pas penser qu'on doit de jugement sur tout. Donc, mais bon, ce n'est pas la première fois qu'on a des impressions sur, par exemple, la constitution de la Cour. Oui. C'est pourquoi le président Patrice Talon avait voulu quand même restructurer et il a proposé dans sa mouture donc, de révision de la constitution. Et le peuple souverain représenté au Parlement a rejeté. Et donc, on est resté au statut. Ça veut dire que le peuple estime que la composition actuelle de la Cour est la meilleure. Et donc, pourquoi un individu pense que lui, il peut le dire. Mais bon, le dire peut aussi c'est porter atteinte à l'honorabilité des membres. Parce que dire que l'institution est bien, mais que les gens sont mauvais, c'est pas mauvais. Donc bref, mais revenons un peu dans le débat. La Cour peut estimer que la Cour peut décider de publier, mais la Cour ne publie pas. Voilà, je reviens. Donc, la Cour constitutionnelle qui connaît de la santé physique, mentale, psychique des candidats,
ne publie pas les fiches des candidats. Pourquoi on ne dit pas au nom du droit de savoir, au nom du droit à l'information? Parce qu'on doit savoir celui qui est candidat, qui veut gérer le Bénin. Voilà. Comment pourquoi on n'a pas demandé à la Cour de publier les résultats des tests médicaux sur les candidats, par exemple? C'est jamais publié depuis 1990. Et pourtant, depuis 1991, et pourtant, des candidats ont été recalés à cause de leur santé. Et pourtant, on n'a pas demandé à avoir les fiches. On a foi à la Cour. Bien, on doit avoir foi. On doit avoir foi. Et donc, dans le cadre des parrainages, si la Sénat applique, à mon avis, ce qui est le plus simple possible, et qui correspond tout au moins à ce qui se fait, le mode secret. Maintenant, si un parrain veut dire, moi, j'ai parrainé X, mais il est libre. Si le parti veut dire, bon, selon ce que mes militants ont dit, mes militants élus, donc les élus de l'UP, les élus de BR ont parrainé X candidats, les élus de BR, les partis peuvent le faire, avec l'avis des élus. Donc, quand on parle de anonymat, ça ne s'applique pas obligatoirement, mais dans la procédure, c'est anonyme. Mais je peux faire confiance pour dire, bon, je viens de signer la fiche de parrainage à X candidat. Si c'est mon droit, si Maforican veut le faire par exemple, il le dit clairement. Moi Maforican, élu temps, je viens de signer ma fiche de parrainage. Personne ne l'empêche de le faire. Donc, nous devons prendre le sang-froid, avoir le sang pour expliquer. Donc, si je me résume sur le plan, regardez, on a dit que c'est les élus, donc ce n'est pas des militants politiques. Ils sont militants politiques, mais la réforme du système partisan ne veut pas dire ingérence des partis politiques dans le mandat de l'élu. Il y a une nuance. Il y a des points d'ancrage et il y a des points de nuance. Est-ce que vous avez une nuance? Est-ce que vous avez vous avez cette conviction de ce que les partis politiques également comprennent ça? Parce que ils doivent le comprendre et ils le comprennent. Ils doivent le comprendre puisque c'est leurs militants qui sont les élus, c'est eux qui ont voté la loi. Donc, dans la mouture actuelle de la loi, c'est des élus. Il n'y a pas de... Écoutez, je l'ai dit la dernière fois, pourquoi on ne raisonne pas aussi simplement, tout ne peut pas l'absurde. Si tant est que c'est les partis politiques qui doivent désigner, pourquoi on ne dit pas seulement que le candidat doit être validé par un parti politique, tout simplement? Pourquoi on ne dit pas que le candidat doit provenir d'un parti politique? Ça aurait quand même été plus simple. Et refuser les candidatures individuelles. Au niveau des élections communales, on a interdit ça. Avant, il y en avait. Il y avait des candidatures indépendantes, pas communes, et les gens doivent constituer une liste. Donc, si c'était aussi simple qu'on le pense, si c'était aussi facile que les candidats doivent provenir des partis politiques, que des partis qui doivent obligatoirement avoir la main, pourquoi on ne dit pas simplement que les partis politiques qui ont pu avoir 10% au scrutin précédent sont en mesure donc de parrainer de présenter un candidat à l'élection présidentielle? On a pu le dire. Et il y aura plus de parrain. À partir du moment où on parle de parrainage, ce n'est plus les partis politiques, c'est le peuple souverain. Ça peut être par action directe, donc la collecte des signatures, ou un certain nombre de pourcentages d'élus, comme en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, ils font 1%. Et 17 sur 31 régions. D'élus locaux, de 17 dans régions, de plus de la moitié donc des régions. Donc, ça fait 17 sur 31, par exemple. Donc, et en France, comme je vous l'ai dit, ça a commencé par 100 en 60 heures, et c'est arrivé maintenant à 500. Et au départ, on ne les dévoilait pas. Aujourd'hui, c'est le Conseil constitutionnel qui reçoit. Donc, c'est pas au Bénin, c'est pas... Donc, il faut qu'on avance. On a l'impression que l'ancien quartier latin, dont tout le monde se gaudait, on était tout heureux d'être quartier latin, est devenu maintenant quartier crétin, comme les gens disent. Quartier détourdi, où on n'arrive plus à expliquer le français facile. Est-ce que le quartier latin est devenu quartier d'imbéciles? Est-ce que quartier de cancre? Parce que quand le président Talon parlait de désert de compétences, beaucoup, on verra de la présidentielle. Beaucoup ont dit des choses. Mais aujourd'hui, certains types de débats nous font demander, est-ce que le quartier latin est devenu quartier crétin ou quartier de con, quartier à con, excusez-moi, en griffe, ou bien quartier d'imbécile, en griffe toujours, ou autre. Il faut qu'on fasse un peu d'effort, de compréhension, même si ce n'est pas de la politique, même si on veut avoir des postures politiques, il faut qu'on fasse l'effort
de, de valoriser au moins ce qu'on a appris. Dans l'univers politique, vous savez qu'il faut quand même être vigilant. Il faut se méfier. Peut-être des gens éprouvent des craintes par rapport. Et l'une de ces craintes, c'est également, peut-être il pourrait avoir une possibilité d'annulation de signature. Peut-être que l'élu, il sait qu'il doit parrainer tel duo, il a parrainé d'ailleurs, il a fait une signature, mais qui n'est pas conforme peut-être à celle qui est sur la pièce, par exemple. Et si la Sénat invalidait cela, il y a aussi cette possibilité. Mais pourquoi on veut déjà tout régler avant même de passer aux actes? Pourquoi on veut tout régler avant de passer aux actes? Le contentieux existe. Pourquoi finalement il faut vider le contentieux avant même de commencer? Non, mais je pense, c'est ça que je dis, mais est-ce qu'on est si bête? Moi je vais utiliser ce mot-là. Est-on si bête pour faire ce genre de choses? Non, soyons un peu, ayons un peu d'élégance. Le débat manque d'élégance. Le débat manque d'élégance parce que j'entends même des gens, quand même, politologues, spécialistes, publicistes, politicistes, tout ça, mais ils disent les choses qu'ils ne peuvent pas défendre scientifiquement. Le débat manque d'élégance. Parce que nous parlons des choses, la politique, comme le droit, c'est des restrictions. Oui, la vigilance. Et oui, la ruse. Tout ça fait partie du jeu. Pourquoi on pense aujourd'hui que c'est aujourd'hui qu'on le découvre? Ça fait partie du jeu. Lorsque vous donnez le mandat... Parce que depuis quelque temps, on parle de la politique vertueuse. Non, la vertu n'existe pas. La vertu n'existe pas en 2000. La vertu, le mandat a été créé avec la vertu. Quand vous avez l'apparition des grandes théories, des grands courants mondiaux, hein, c'est fondé sur ça aussi. Quand Jésus, pour ne parler que de lui, professeur, était dans les synagogues et autres, quand on parle de la femme adultérienne, c'est parce que certains éprouvaient, enfin on pensait que donc elle n'était pas vertueuse. Bon, évidemment, le maître les a ramenés à l'ordre. Donc, c'est pour dire que non, la vertu n'est pas de 2000. C'est pas né au Bénin, c'est pas né en 2000 au Bénin. La vertu existe toujours. Mais la politique vertueuse ne veut pas dire l'absence de politique. Et la politique, c'est quoi? Ça, je suis d'accord avec De La Faton, tout à l'heure encore lui, il m'a beaucoup inspiré aujourd'hui, il a dit beaucoup de choses. Il a dit, il faut d'abord tenter, il faut oser d'avoir essayé. Et les gens n'ont rien essayé, ils n'ont rien commencé, ils n'ont rien tenté, et déjà, ils tirent des conclusions. Ça pose un problème. Ça pose que leur problème n'est pas au niveau donc, du parrainage. Leur problème, c'est ailleurs. Ça me renvoie en 2019. Ce qui s'est passé avant, après, les gens avaient été omnibulés. Les gens avaient en tête de bloquer le processus. Et chaque fois que le gouvernement tentait, le chef d'État tentait de recadrer, il retrouvait. Et je dis, je continue de le dire, je vais encore le dire aujourd'hui, est-ce que Eric Ndete va nous dire pourquoi il a retiré sa signature alors qu'ils ont signé l'accord de la commission paritaire pour qu'on aille aux lois dérogatoires, par exemple. Gabayaya et Eric Ndete, pour l'FCBE. Pourquoi ils ont retiré leur signature? Après, on nous a empêchés d'aller aux législatives. Certainement, ils vous diront, Agapit Napoléon Maforican, qu'ils ont écouté leur base. Oui, mais ils n'ont qu'à déjà le dire et dire comment ils ont constitué la base. Si c'est un numéro vert, si c'est un congrès qu'ils ont fait dans leur chambre, parce qu'après, ils ont reproché à d'autres d'avoir fait des congrès un peu bizarres. Donc, comment la base a été consultée? Moi, je veux bien les entendre dire. Donc, les gens ont tout fait pour bloquer les élections de 2019, pour empêcher leur tenue. Après, c'est eux qui disent qu'on les a empêchés d'y aller, qu'on les a écartés, qu'on les a exclus. C'est eux maintenant qui stigmatisent le Parlement monocolore. C'est eux maintenant qui stigmatisent, on a dit dialogue politique. Ils ont refusé de se mettre dans les rangs. Ils n'ont pas voulu aller sur le ministère de l'Intérieur pour faire les ajustements demandés. Les autres sont allés, on dit, ils sont une troisième force politique. Donc, quand vous analysez ça, vous voyez un jeu politique, mais chacun a un jeu libre de jouer. Mais quand vous jouez et vous dribblez, n'empêchez pas que l'autre aussi ait une stratégie de bloquer vos dribbles et de vous faire peut-être des grands ponts. Parce que si vous avez le dribble facile, peut-être qu'il y en a qui ont des astuces de grands ponts. Et donc, dans les deux cas, on est au jeu. Donc, il n'y a pas encore d'instruction. Alors donc, pourquoi vous créez maintenant l'instruction quand vous faites le grand pont alors que vous vous dribblez facilement? C'est ça le processus. Nous devons, il faut qu'on puisse, la politique vertueuse c'est déjà ça. C'est déjà de clarifier, de séparer les faits et de donner maintenant des avis. Que le fait même que des individus représentent des élus, le peuple, c'est un choix.
C'est un choix. On dit corruption. Mais pour qui vous dit que 43 députés sont incorruptibles? Comme en France, ils sont 504. Qui vous dit qu'ils sont incorruptibles? Aux États-Unis, je ne sais pas combien ils sont au Congrès. Mais vous voyez le chamaillement. Donc, partout, c'est des individus. Mais si on dit incorruptible, c'est que le tout est corruptible. Donc, est-ce que désormais on va faire la démocratie, l'âge direct, ou pour prendre une décision, il faut réunir les 11 millions ou 12 millions de Béninois? Et on a une place, on a une méthode. Et là, donc, du coup, on est obligé de fonctionner selon la règle que nous avons adoptée. Et là, ce n'est que des hommes et des femmes que la destinée ou bien que la providence a mis sur ces cheminements, sur ces chemins, sur ces postes. C'est que eux qui vont prendre les décisions. Et quand on n'est pas d'accord, il y a les voies de recours. Et après, il faut qu'on avance. Mais j'ai l'impression qu'à chaque veille d'élection, on crée une situation de psychose J'ai entendu le professeur Mathias Jompé dire sur une radio qu'il faut supprimer d'abord les parrainages et aller aux élections, puis après on va continuer le débat. Mais ça me renvoie en 2010, on dit qu'il faut supprimer déjà la LEPI. Ça me renvoie en 2010, j'espère qu'ils vont mettre tout ça là. Mais ça me renvoie en 2010, où on dit qu'il faut supprimer la LEPI. On a voté une loi pour supprimer la LEPI, pour qu'on aille aux élections sans la LEPI. Mais cette LEPI, liste électorale permanente informatisée, qu'on a demandé à corps et à cri que tous les acteurs emplissent de leurs vœux. Cette liste qui manquait en 2001, où on a manqué l'expérimentation. On a failli, non, en 2001, où le président Soglo a refusé d'aller au second tour au regard, enfin, prétextant des fraudes, notamment au niveau de la liste électorale. On dit désormais, on ne peut pas aller aux élections sans une liste informatisée. À peine la loi a voté, à peine la liste expérimentée au départ, on dit non, il y a fraude, donc il faut stopper d'abord. C'est qu'à chaque fois, il y a toujours cette intelligence qui est là pour tirer vers le bas. Il faut stopper d'abord, il faut attendre d'abord. Liste électorale, ah non, on ne peut pas l'expérimenter, il faut attendre d'abord. Parrainage, on ne peut pas l'expérimenter, ça va créer, c'est chrysogène, il faut attendre d'abord. À quel moment on va expérimenter les réformes? On ne peut pas avancer de cette manière-là. Il faut faire des choix. Et le Parlement est là, mandaté pour ça. Et ceux qui sont là au Parlement sont des représentants élus, reconnus par nos institutions, reconnus par la CEDEAO, reconnus par l'Union africaine, reconnus par... Donc, on ne peut pas... Que les individus ne partagent pas cette vision, d'accord, on va se battre pour changer. Mais on ne peut pas créer cette psychose à chaque veille et dire qu'on est citoyen. Et c'est eux qui crient à Yadia. C'est pas normal. Ça pose un problème. Nous devons... Je pense qu'il faut que d'autres personnes élèvent aussi la voix pour dire, mais faisons le débat peut-être. Les gens n'ont qu'à venir au débat. Créer un débat national. Pas du tout. Est-ce que ce n'est pas le débat qui a commencé sur le fait? Non, vous savez, ça fait trop cacophonie. Comme je dis toujours, ouais, chacun donne son opinion. Oui, mais l'opinion, ça ne débouche sur rien. Chacun donne son opinion, chacun se quitte avec son opinion. Donc, du coup, ça ne change pas. Et vous écoutez les mêmes énormités sur les réseaux sociaux, sur les radios, sur les plateformes, et venant parfois de personnes célèbres, et voilà, de bonne renommée, mais finalement, vous vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe? Le pays là est-il maudit? On fait même référence à ce que le roi Berger a dit, mais non, il faut qu'on quitte ce genre de choses. Bon, le Bénin n'est pas maudit. Hein. Il faut que nous quittions ce type de choses. On dit, ah oui, on a dit, bon, vous entendrez, on s'entendra jamais. Pourquoi on ne va pas s'entendre? Il faut faire le débat juste. Il faut savoir s'arrêter. Il faut savoir perdre et attendre son tour. Il faut savoir tolérer. Il y a la tolérance. Le vrai problème, c'est que l'homme, le moi est trop énorme sur le nous. Le moi est trop énorme sur le nous. Et donc, on voit trop le moi que le nous. C'est là le dommage. Est-ce que ce n'est pas l'envergure de l'échéance qui nous attend qui cristallise un peu ou qui provoque? Justement, c'est quand même un citoyen béninois qui va diriger le Bénin pendant les 5 prochaines années. Comme des citoyens dirigés depuis 60 le pays. Aujourd'hui, le contexte avec les réformes, avec un certain nombre de choses, on a plus envie d'être parmi les candidats quand même. Oui, mais on n'a qu'à jouer le jeu.
C'est pas parce qu'on veut gagner la Coupe du Monde qu'il faut demander qu'on transforme les règles du jeu qui existent depuis 33 ou depuis 30 ou depuis je sais pas, les années où ça a démarré, les différentes réformes qui ont suivi. Non, c'est pas parce qu'on veut gagner la Coupe du Monde. C'est pas parce qu'on veut gagner le 800 mètres qu'il faut réduire je ne sais pas quoi, les règles du jeu, il faut les revoir pour soi. Non, on veut gagner, on se met dans les rangs, on s'adapte aux règles et on y va. C'est ça, être faire. Alors donc, ce débat, on ne va pas le clore aujourd'hui sans doute. Et ça c'est clair, mais ça c'est clair, je même dis, si ceux qui ont besoin de débat, moi je suis ouvert à ce débat. Je suis très disponible, prêt à répondre n'importe où, pour leur dire, le parrainage, c'est un parrainage d'élus et non un parrainage de militants. En précisant que oui, l'élu provient des partis politiques, mais ça ne le réduit pas à un mandataire d'élu de parti politique, c'est un mandataire du peuple souverain. Donc, premier élu, donc c'est un élu, c'est pas un militant. Deux, le caractère anonyme est requis pour les dossiers. L'élu parrain n'est pas obligé de garder l'anonymat. Il est libre de dire, d'écrire sa page Facebook, de faire une conférence de presse, de se présenter avec un candidat pour dire « moi j'ai parrainé X ou Y ». Donc, qui peut le plus, peut le moins. Donc, on a la Sénat offre le moins, vous pouvez le plus. Donc, la Sénat vous protège. Moi, j'adore la procédure des pièces. On n'a pas dit... La confidentialité. Donc, des pièces sont reçues dans la confidentialité. Comme la Cour constitutionnelle aussi peut décider que, bon, moi, j'estime que je publierai la liste des candidats avec leur parrain. La Cour peut décider aussi. Tout comme chacun peut décider aussi donc de dire qu'il a parrainé. Mais il faut que la Cour soit saisie quand même sur ce dossier. Sur cette non, question. La Cour n'a pas besoin d'être saisie pour choisir de publier la liste. La Cour peut prétester d'un recours. Oui, la Cour peut faire tout ça. La Cour peut prétester dans le tout pour clarifier. Si personne ne la saisissait, la Cour peut dire, moi, dans la procédure de qualification des candidats, donc la publication des listes définitives, je publierai peut-être la liste de chaque candidat avec son parrain. La Cour peut décider tout simplement. La Cour a tout le contrat, il a tout le dispositif en main pour l'élection présidentielle. Donc, en la matière, on peut avoir un regard de ce côté-là et voir un peu ce qui va se passer. Mais il faut que les gens soient appelés à la discipline. Je pense que quand on dit ce qui se passe dans le pays là, vu le contexte, les trucs, les chrysogènes, non, c'est de la tricherie. C'est de la tricherie parce que dans 20 ans, il y aura toujours des critères, il y aura toujours un contexte particulier. Si c'est le contexte dans 20 ans ou dans 50 ans, on sera toujours dans un contexte particulier, il y aura toujours une élection, quelqu'un va toujours être là pour diriger le pays pendant un certain nombre d'années, on aura toujours les mêmes problèmes. Donc, il faut qu'on essaye. Je vais finir ceci. Vous savez, en 1964, je me rappelle, je n'arrive pas à comprendre. Et nous évoluons dans ça, le jusqu'au boutisme. Ce qui s'est passé en 2019, où des gens voulaient bloquer le processus. Ils s'en foutaient pas mal. C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé en 1964, à Piti et à Romadégbé, où l'élection du président de la Cour suprême les a fait chuter eux deux. La désignation du président de la Cour suprême, le premier président de la Cour suprême. La désignation, voilà, c'est un acte du président de la République. Les deux ne s'entendaient pas. Le président de la République voyage et le président du Conseil, le premier ministre qui était président du Conseil, se permet de nommer. L'autre dit non, tu n'en as pas les prérogatives. Et les deux continuent de se chamailler et par l'armée les écartent. Est-ce que pour des personnalités qui ont fait campagne devant le peuple, dans une certaine union Wallogede qui est la chaîne, non? C'est une union, une chaîne d'union. Alors, quand vous avez fait cette campagne, vous avez mobilisé vos citoyens, vos militants, est-ce que c'est désigner une personnalité qui peut éclater cette union? Est-ce que le dialogue n'aurait pas pu servir? C'est ça. Et quand vous retournez en 2019, ce dialogue a été entretenu par le chef de l'État, qui a ouvert le jeu, qui a donné mandat au président de l'Assemblée nationale de faire tout. L'essentiel que la Constitution soit respectée, qu'il est prêt à tout. On allait vers le bout du tunnel, quand les gens, puis ils n'en veulent pas. Ils ont mis les pieds dans les plats, et personne ne leur demande des comptes, et c'est eux qui disent qu'ils ont été écartés. Et quelle est cette république-là, où on peut se permettre de telles situations, sans se rendre compte à personne, et c'est ceux-là qui montent au créneau, qui essaient de donner de la voix. Il y a quelque chose qui tourne mal. Il y a quelque chose qui tourne mal, donc il faut demander des comptes à nos responsables. Et ça, je pense qu'il va falloir que nous mobilisions autour de nous, un certain nombre de personnalités, autour de cette question-là. Parce que ça tourne mal. On ne peut pas se contenter de ça. Il faut que, dans la logique des réformes,
qu'une nouvelle dynamique s'instaure pour que l'homme politique ne pense pas qu'avec les réseaux sociaux, avec les médias, il peut tout dire, tout faire et s'en tirer à bon compte. Très bien. Agapit Napoléon Baforican, cette semaine, ça, c'est l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Je crois que c'est mieux connu maintenant au Bénin, puisqu'on en parle de toute façon avec sa décision de suspension du Bénin de la liste des pays d'origine sûrs. Et donc, le Bénin ne se retrouve plus sur la liste des 16 membres, donc 16 pays membres intitulés auparavant, pays d'origine sûre, et puis ça remet sur le tapis les débats ou le débat sur les droits de l'homme au Bénin, puisque l'une des motivations de cette décision de suspension, quand on se réfère à cette interview donnée par le président donc de l'OFPRA, par exemple, François Montel, il dit notamment que la situation des libertés publiques et politiques, c'est ça qui motive cette décision de l'Office. Je pense qu'on a accordé beaucoup trop de crédit, enfin beaucoup trop de temps à une telle décision. On devrait pas? Non, à mon avis, pas vraiment, puisque, vous savez, quand les États-Unis refusent de valider, de ratifier la CPI, par exemple, de reconnaître la CPI, de faire jouer les leurs, est-ce que le monde s'est tremblé? Est-ce que ça fait trembler quelqu'un? Quand tel pays sort... Mais vous parlez des États-Unis, la première puissance du monde. Mais c'est un État qui a un président de la République comme le Bénin en a un. Oui, donc, après, oui, les États-Unis, le Bénin ne peut pas être aux États-Unis, je suis d'accord. Les États-Unis, c'est un membre du comité qui a un droit de veto aux Nations Unies, je suis d'accord. Mais ça montre simplement que les États sont souverains. Et que ce qui se passe sur les territoires, ils en sont responsables. Est-ce que dans un pays où les gens vont et viennent, où des candidats, déjà on est là aujourd'hui, beaucoup de candidats, des gens sont en train de se promener dans le pays, d'échanger avec des électeurs potentiels. Alors, les médias poisonnent, les réseaux sociaux, les forats au niveau des réseaux sociaux sont légion. Les plateformes sociales sont devenues aujourd'hui les lignes de publication des médias, les lignes d'expression des citoyens. Je ne sais pas. On n'a pas de prisonniers politiques au Bénin. Il n'y a pas de cours politique au Bénin. La criette qui a été vilipendée, on a demandé, la Cour africaine des droits de l'homme a demandé qu'on ouvre une procédure deuxième ressort. D'appel, ce qui a été fait. Finalement, quand vous avez cette situation, après, mais on ne peut pas valider la délinquance non plus. Les droits, c'est pas le droit. C'est-à-dire que le droit à la délinquance n'existe pas à mon avis. La liberté des jeux doit être gérée autant pour que celle des autres soit préservée. Les droits, ils existent individuellement que collectivement. Alors finalement, le grand monsieur de l'OFPRA a ses renseignements sans doute. Mais bon, il a agi au nom de la France. Si les autorités françaises valident, mais tant mieux, ou tant pis, mais ça c'est la France, et puis bon, on avance. Alors donc, moi je pense que le chef d'État a été clair dans l'interview qu'il a accordée à Jeune Afrique en matière de démocratie. Que, avant, oui, on se contentait du désordre. Parce que bon, chacun va comme il veut, on a fait des prébendes, parce que bon voilà, bon, ça fait le jeu de certains, et puis bon, on était heureux. Alors qu'à l'interne, il y a trop de désordre. Il faut faire un choix dans la vie. Il faut faire un choix. Je vous l'ai dit une fois, que il y a des fédérations de football dans lesquelles des gens entretenaient des petites relations de couplage, un désordre total. Quand l'État dit, moi je mets les moyens de l'équipe nationale, j'ai envie de voir clair ce qui se passe, et on dit non, la FIFA a intérêt. On dit d'accord, nous on va prendre, la FIFA n'a qu'à prendre la décision, nous on va mettre de l'ordre d'abord. Il y a des États qui ont fait ça. Il y a des États qui ont fait ça, quand ils ont fait le que FIFA vient. Maintenant on est prêt. Ils ont mis de l'ordre. Et ces pays-bas, le Burkina a fait ça. Et depuis là, le Burkina a évolué. Même le Bénin a fait ça à un moment donné. Un pays souverain n'est pas à la sorte d'un autre pays. Nous avons nos institutions régaliennes. Nous appartenons à des organisations internationales dont nous avons un certain nombre d'États. Est-ce que le Bénin faillit à ces obligations au niveau international? Quel est le problème du droit de l'homme qui se pose? Ça, c'est à l'interne. Après, comme je le dis, la France est libre. Si cet office qui a pris la décision, si la décision rencontre l'assentiment des autorités françaises, tant mieux. Mais c'est leur lecture
sur la situation du Bénin. Parce que la France est un pays souverain. Est-ce que l'Office ignore les réformes engagées, les réformes politiques engagées? L'Office n'est pas tenu par nos réformes. Et l'Office ne se gère pas dans la situation. Le problème, il faut comprendre que cette affaire de pays sûr, c'est pas pourquoi les investissements viennent au Bénin. C'est pas pourquoi nos officiels aient leur passeport, leur visa. Actuellement, avec les passeports officiels, les Béninois peuvent se rendre en France librement. Nous sommes un pays aujourd'hui avec la France où on a ces relations intactes. Il n'y a aucun problème. C'est dans l'accueil des réfugiés. Il faut comprendre le problème. C'est dans l'accueil des réfugiés que le problème se pose simplement. C'est-à-dire quoi? Le pays sûr, lorsqu'il y a un demandeur d'asile, d'abord il faut comprendre que ça, c'est chaque pays. Par exemple, si vous prenez la République fédérale d'Allemagne, la République fédérale d'Allemagne n'estime, dans sa liste, le Bénin n'est pas un pays sûr. La liste le Bénin n'est pas un pays sûr dans la liste de la République. Et donc chaque pays définit en fait. Absolument, il y a un certain nombre de pays. Voilà, il y a des critères. Une dizaine de pays de l'Union européenne qui ont pu prendre cette décision-là, ils ont leur liste. Et dans les demandes d'asile, parce que, bon, vous savez, c'est quand même la procédure générale au niveau de l'Union européenne. Parce que lorsque vous avez le droit à l'asile, vous êtes concédé, vous avez une carte de réfugié. Bon, ça vous permet peut-être de tourner dans le Schengen. Donc, parfois, votre liberté, ça fait que, bon, c'est plus facile. L'Union européenne regarde cette affaire donc, c'est des critères aussi qui sont utilisés pour l'adhésion à l'Union européenne pratiquement. Donc, dans le cas d'espèce, la France applique ces critères à certains pays et les 16 en question, c'est les 16 normalement où le droit d'asile, quand vous demandez l'asile, on est surpris. C'est inéligible souvent. Ça ne doit pas venir du Bénin parce que... Alors donc, en suspendant, on n'est pas retiré. Hein. On est suspendu pendant 12 mois. Alors, c'est une sorte de mise en observation. Parmi les demandeurs d'asile, ils ont estimé que 21% sont éligibles. Tout à fait. Bon, tant mieux, mais ils n'ont qu'à les élire et donc on avance. Moi, je pense que le point ne se pose pas. Nous perdons du temps trop là-dessus parce que ça n'empêche pas les réformes de se poursuivre. Et à mon avis, les réformes sont pour la génération à venir. La génération actuelle, c'est un peu comme le poisson frit on l'a laissé, on lieu de le redresser avant de le fumer, ou comment on le dit, on l'a courbé, et après maintenant, c'est déjà fumé, on a envie de redresser. Les habitudes sont on ne peut pas redresser ce qui est déjà courbé et totalement courbé à l'étape finale. Donc, dans le cas d'espèce, les réformes sont pour la génération à venir. C'est pour ça que la jeunesse doit pouvoir savoir où sont ses intérêts. Ce que fait le gouvernement aujourd'hui, le chef d'État l'a dit, il sait qu'il prend des risques. Il a accepté d'être populaire pour pouvoir agir. Parce que ses prédécesseurs n'ont pas eu ce courage-là. C'est un acte de bravoure, de courage, de don de soi. Il faut le reconnaître. Donc, ce n'est pas facile non plus à ceux qui ont déjà pris des habitudes de déroger à ces nouvelles contraintes. C'est des contraintes, il faut le savoir. Donc, c'est tout à fait normal ce qui se passe aujourd'hui. Ceux qui veulent que le Bénin soit voué aux hégémonies, ils ne sont pas les premiers. De 1974 à 90, les citoyens béninois sont restés dehors pour empêcher un certain nombre de flux vers le Bénin parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec le régime révolutionnaire militaire à l'époque. Ce n'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Les gens, il y a des Béninois qui sont là, qui écrivent pour dire que le Bénin n'est pas démocratique. Bon, alors, parmi eux, il y en a qui ont servi sur le président Yahi, qui ne disait pas moins, qui fait, enfin, dont le langage sur l'État était plus virulent que le président Talon. Le président Talon parle peu. Mais quand on sort les discours du président Yahi, par exemple, sur la fonction de l'État, sur la prééminence de l'État, hein, il y a beaucoup de choses qui ont été dites en ce temps-là. Alors donc, le directeur de l'OFPRA dit que le Bénin aurait dû être retiré de la liste depuis longtemps, depuis plusieurs années. Alors que c'est qu'en 2015 qu'on a été inclus. Alors, plusieurs années, c'est pas en 2015 à 2020, ça fait que 5 ans. Alors, le plusieurs années, là, je ne comprends rien. C'est pour dire qu'en fait, nous sommes dans un schéma un peu confus, où il y en a qui sont heureux donc de voir le pays hégémonie, les gens regardent ça. Bon, si les cadres qui analysent ces choses-là, ça adhère un peu à une certaine théorie de l'État ou de la vision de la liberté. Bon, mais je pense que, comme on le dira sur la... Est-ce que ça porte des empreintes sur nos relations avec la France? Aucune. Non. Les relations internationales se gèrent différemment. Ça, c'est des actes... isolés. Accueillir des réfugiés, c'est un acte interne à chaque État. N'oubliez pas que
au temps fort de la révolution où certains nous attaquaient, nous étions un pays qui accueillait des réfugiés d'autres pays et réglait les problèmes des dissensions entre des frères, des Tchadiens, la RASD, Maroc, tout ça. Elle a dit, vous savez, le pays de l'apartheid, je l'ai dit, Houphouët-Boigny, alors que l'apartheid était un pays, un système répugnant, le Houphouët-Boigny a dit non, il faut aller vers eux pour les pousser à comprendre. Et à entretenir des relations diplomatiques avec l'Afrique du Sud. En tout cas, ils se visitaient. Et les gens l'attaquaient et disent non, il faut garder contact avec chaque État choisi. Dans le cas d'espèce, ce n'est pas ça qui tient, c'est pas ça qui rend les relations diplomatiques, non. C'est pas ça qui tend les relations diplomatiques, non. Ça n'empêche pas les relations commerciales entre le Bénin et la France. Ça n'exclut pas les relations bilatérales entre le Bénin et la France. Ça n'exclut pas les relations bilatérales entre le Bénin et l'Union européenne. Ça n'empêche rien, ça n'empêche pas. Ça permet simplement à des Français, à des Béninois qui demandent leur asile. On a mis le Rwanda aujourd'hui. Oui, le Rwanda était hégémonique pendant longtemps. Aujourd'hui, le Rwanda est un pays éligible. Mais demandez à certains opposants rwandais s'ils sont d'accord, ils vont vous dire non. On n'a pas mis le Gabon. Mais j'ai écouté un Kiamandougou, la dernière fois, vanté par exemple les mariés de président de Togolais et Gabonais. Mais ils ne sont pas éligibles. Mais Rekia, c'est une voix forte. C'est une femme internationale. Bon, quand on prend quand même les pays là... C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que tout ça est relatif. Ça dit que ce n'est que 16 pays. Hein. Et quand vous regardez dans l'espace CEDEAO, vous n'avez même pas la Côte d'Ivoire, vous n'avez pas le Mali, vous n'avez pas le Burkina, vous n'avez pas le Niger. Donc, ni le Nigeria, puisque nous avons le Gabon. Alors que vous avez le Nigeria. Le Ghana plutôt. Alors que vous avez le Nigeria dans beaucoup de pays, dans d'autres pays. Donc vous avez le Nigeria dans d'autres pays. Enfin, le Nigeria qui est considéré comme pays d'origine sûre, pas d'autres pays de l'Union européenne. Mais ce n'est pas considéré par la France comme pays d'origine sûre. C'est pour dire que les États-Unis dont vous parlez également, les États-Unis ne se retrouvent pas sur la liste des 16 membres. Non, oui, les États-Unis sont sur certaines listes. Ils sont sur 2 ou 3. Même pas sur la France ne connaît pas les États-Unis, n'a pas estimé que les États-Unis fassent partie de cette liste des 16. Donc c'est pour dire il faut relativiser. Il faut relativiser tout ça. C'est l'OFPRA. C'est son analyse régalienne. Donc, une analyse régalienne, donc c'est l'analyse régalienne de l'OFPRA. Il faut en tenir compte et il faut avancer. Après, comme l'a dit le ministre, comme l'a dit le ministre, il estime que c'est un sursis de 12 mois. On a 12 mois. Si dans 12 mois, il analyse toujours et il estime que c'est comme ça, mais tant pis. Parce que ce qui compte et ce qui doit fouetter la fierté des Béninois, c'est le succès des réformes actuelles. Je le dis toujours. La fierté d'être un citoyen. Vous savez, les pays ont connu des pays qui aujourd'hui sont aujourd'hui vus comme des pays phares du monde. Je prends l'Allemagne, je prends le Japon. Ces pays ont connu des moments très difficiles. L'Allemagne de 1914 à 1945 a été un pays qui n'a pas été totalement gâté entre les 2 guerres mondiales. Après la Deuxième Guerre mondiale, on a mis l'Allemagne, l'Allemagne était carrément au banc des accusés. Aujourd'hui, l'Allemagne c'est la première économie européenne. C'est un pays aujourd'hui qui, malgré les difficultés, est un pays phare. C'est l'un des meilleurs du monde aujourd'hui en termes de gouvernance. Il faut le savoir. Le Japon, avant les produits, quand vous voulez dire c'est le Japon, c'est de mauvaise qualité. Aujourd'hui, le Japon force l'admiration. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le Japon était pour hégémonie. Donc, quand je prends ces 2 exemples, c'est pour dire que nous avons, même le Rwanda, dont nous parlons, le Rwanda est aujourd'hui cité dans beaucoup d'indices internationaux. Et la francophonie est dirigée par mais l'illustration du Rwanda, ça choque certains quand même. Et la francophonie est dirigée quand même par une Rwandaise, alors que le président rwandais parle beaucoup plus anglais que français. Alors, c'est pour voir d'où le pays vient. Que des gens soient choqués, c'est leur droit. Mais il se fait que le Rwanda, après 1994, a amorcé une autre histoire, une autre expérience de son histoire. Donc les Béninois, au lieu de se morfondre et de jeter le bébé avec l'eau de bain, comme ils l'ont fait déjà en 89, 90, doivent plutôt se dire que nous sommes dans une nouvelle dynamique et que nous devons regarder plus devant que derrière, et surtout pas les autres. Est-ce que la démarche elle est positive? Regardez tous les secteurs qui sont aujourd'hui impactés par les réformes. Regardez ce qui se fait. C'est vrai, rien n'est anodin.
Quand moi je regarde Cotonou, avec l'asphaltage, ça me renvoie au début des 90 avec les pavés. Ça n'allait de rien. Le Cotonou qui est sorti à la fin de la conférence nationale 90, Cotonou qu'on avait n'est pas le Cotonou de 2016 que le président Talon est venu voir. Mais le Cotonou que le président Talon est venu voir est déjà loin derrière nous, en bien des quartiers, grâce à l'asphaltage. C'est dire quoi? Il y a des dynamiques. Ce qui s'est passé, c'est qu'on le dit, on ne le dit pas souvent. Agapit Napoléon Mafouri, quand vous parliez donc de ces infrastructures que nous voyons aujourd'hui, en fait, d'un certain nombre de réformes sociales, on pourrait le dire, entreprises par le gouvernement du président Patrice Talon, est-ce que c'est ça qui justifie un peu ces progrès significatifs exposés par la Commission béninoise des droits de l'homme qui parle du droit au développement? Oui, ce qui est bizarre, c'est que justement parce que quand de l'autre côté, on estime que le Bénin ne respecte pas un certain nombre de droits, la Commission béninoise des droits de l'homme, tout en reconnaissant qu'il y a des violations des droits de l'homme à des niveaux donnés, reconnaît que le gouvernement travaille, agit, et notamment dans le domaine du droit au développement. Et ça, c'est intéressant, parce que c'est un droit englobant, le droit au développement. C'est un droit reconnu par les Nations Unies en 1986, et qui est un droit inaliénable de l'individu, un droit à l'autodétermination, un droit à participer au développement intégral, développement durable, développement économique, développement social, développement culturel. Vous comprenez que c'est un droit qui incorpore les droits individuels et qui intègre les droits collectifs pour le bien-être social, politique et culturel, pour le bien-être de la communauté et pour le bien-être dans un cadre d'un développement durable. C'est quand l'individu est épanoui, dans un cadre sain, dans un environnement de liberté, où il peut agir dans le cadre de la loi, évidemment, parce que toute déclaration des droits de l'homme vous diront que tout homme a le droit de faire, mais dans les conditions fixées par la loi. Donc, le droit au développement, c'est déjà, au Bénin, on ne peut pas dire que le système bénin n'a pas de droit au développement. Le gouvernement travaille à ça, non seulement à l'interne, où une panoplie d'avantages et d'apports sociaux lui sont avancés, lui sont accordés. Au niveau politique, regardez ce qui se passe au niveau de la réforme du système partisan a permis de créer maintenant des pôles de développement politique qui permettent à des partis représentatifs, désormais, de bénéficier du financement public, de la protection de l'État et véritablement d'être les vecteurs, d'être les piliers qui conduisent les élus dans les institutions, notamment au Parlement et dans les assemblées locales. C'est important. Et surtout d'enclencher également l'éducation civique qui est patriotique. Par ailleurs, ce qui fait partie de leur mission. Au niveau de la santé, mais le gouvernement a agi sur beaucoup de piliers. Le fait de dissocier la clientèle privée des fonctionnaires, ça a permis que ça offre beaucoup de facilités aujourd'hui aux usagers des centres de santé. Après, il faut peut-être régler un certain nombre de problèmes posés par les médecins, les agents de santé qu'il faut peut-être regarder. La gestion optimale de cette crise de Covid-19, entre autres. Quand on va regarder un peu de tout, l'école, l'attention que le gouvernement porte à l'école, à l'éducation, et tout simplement, dans la semaine, le chef d'État a reçu globalement les syndicats pour parler de cette question des aspirants, et je pense à la satisfaction de tous. Quand on a cet environnement-là, dire que le Bénin n'est pas un pays qui respecte les droits de l'homme, ça pose un problème. Les droits de l'homme est un pays à plusieurs facettes, à grandes facettes, et à des variantes larges. Et lorsque la Commission béninoise des droits de l'homme reconnaît que des efforts sont faits dans le droit de développement, je pense que nous pouvons déjà nous satisfaire en disant bon, on peut améliorer. Donc, comme l'a dit le ministre Orunla, sans doute dans un an, l'OFPRA peut-être constatera qu'il y a un droit, que le droit, enfin, qu'elle s'est peut-être trompée, un office, donc il s'est peut-être, donc dans 12 mois, l'OFPRA reconnaîtra peut-être qu'il s'est trompé et va peut-être améliorer son classement. Très bien. Merci beaucoup à vous, Agapit Napoléon Mafouri. Quand vous êtes notre consultant politique, merci pour ces éclairages. Mesdames et messieurs, je rappelle bien évidemment que vous êtes expert électoral, expert en gouvernance, consultant en médias et communication. Chers amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. C'est fini pour le décryptage de la semaine. Agréable suite des programmes sur nos antennes. Vous suivrez tout juste après nous, Noumouek Bassa, donc avec Dassojo. Bonne suite donc des programmes sur nos canaux digitaux également. Vous nous suivez sur le www.etelebenin.com. Vous n'oubliez pas notre page Facebook Etele Live, notre chaîne YouTube Etele Bénin. Et puis, si vous n'avez pas encore notre application, vous téléchargez tout simplement Etele Bénin et puis vous nous suivez un peu partout. Merci de toujours rester fidèles.